Eh bien, chères adhérentes, chers adhérents, nous allons commencer notre séance. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux, aussi nombreuses pour cette conférence qui promet beaucoup. Alors, je vous présente Nathalie Piéguet. Nathalie Piéguet est écrivaine, critique littéraire et professeure ordinaire de littérature française moderne et contemporaine à l'Université de Genève. Sur le plan du roman, elle a publié aux éditions du Rocher Une femme invisible en 2018, La petite ceinture en 2020 et Le caillou noir en 2022. Aujourd'hui, avec Trois nanas, parues aux éditions du Seuil, elle nous invite à suivre pas à pas les trajectoires de vie et d'art de trois femmes, trois extraordinaires artistes du XXe siècle. Niki de Saint-Phalle d'abord, et puis Louise Bourgeois, et enfin Annette Messager. Ce sont ainsi trois histoires passionnantes que tresse Nathalie Piéguet dans l'évocation simultanée de leur existence quotidienne et de l'aventure artistique. Elle dit tout à la fois leur solitude et la part de folie qui les pousse à faire œuvre, tout en cherchant à comprendre quels liens s'établissent entre elles. Peu à peu, Nathalie découvre tout ce qui relie ces trois femmes. La maternité, la cruauté, la révolte, la féminité, mais aussi l'invention des personnages, le recours au tissu et à la couture, vous verrez, et bien d'autres motifs. Le récit se tisse comme une toile d'araignée, et le mot araignée est d'ailleurs le dernier du livre, pour révéler l'être intime de femmes qui ont inventé des univers très singuliers et puissants, aux qualités artistiques reconnaissables entre elles. Vous verrez certainement des images. Alors personnellement, en tant que lectrice récente de ce livre admirable, livre d'art et d'expérience, triple biographie, essai et roman tout à la fois, et qui se lit d'une traite, j'aimerais ajouter que j'ai été impressionnée par son éblouissante manière de mettre en présence ces trois vies aux yeux de ses lecteurs. Non pas simplement de raconter, mais bien de les représenter, de les visualiser au sens pictural ou photographique du terme, créant autant d'arrêts sur image que le livre comporte de chapitres, comme si, par mimétisme ou par empathie, Nathalie vivait et nous faisait vivre ses artistes en se nourrissant de leur art même. Comme les œuvres de ces artistes, son texte est fait d'une patte stylistique puissante et d'un infini nuancier de couleurs et de formes, d'images fortes et singulières. Elle a l'art des chapitres courts, l'usage d'un narratif le plus souvent au présent, une temporalité libérée que n'emprisonne jamais la chronologie. Chaque chapitre est un tableau vif, à la fois une somme et un moment, un poème de vie et d'art confondus. J'ai le plaisir de lui céder la parole. Bon, là, vous m'entendez. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation. Je vais donc vous parler de ces trois femmes, Niki de Saint-Phalle, Louise Bourgeois et Annette Messager, et aussi de la façon dont j'ai abordé à la fois leur vie et leurs œuvres, sachant, comme il a été dit, que je ne suis pas du tout historienne de l'art. Je m'intéresse principalement à la littérature. Et donc, mon propos n'était pas du tout d'avancer de nouvelles hypothèses d'interprétation sur ces trois artistes, ni de commenter d'un point de vue scientifique leur tableau, mais de retracer leur existence. Et au fond, on se rend toujours compte de ce qu'on cherchait une fois qu'on a terminé l'enquête et parfois même l'écriture. Je crois que ce qui m'a poussé à m'intéresser à elles trois, c'était une sorte d'inquiétude ou enfin, au moins d'interrogation sur ce qui peut pousser des femmes, et j'insiste sur le fait que ce sont des femmes, ce qui peut pousser des femmes à consacrer autant de temps et parfois toute leur vie à créer des formes dans un monde, dans une société
qui n'attend pas cela d'elle et qui ne favorise pas toujours cette activité. Pour dire les choses simplement, c'était un peu une façon de m'interroger sur ce qui pousse une femme à créer, comme il a été dit, inventer des personnages aussi et à faire œuvre. Alors, ces trois femmes, je n'ai pas non plus établi de rapport strictement de filiation entre elles. Je n'essaye pas de vous convaincre qu'elles se doivent les unes aux autres selon un enchaînement historique des apprentissages, des leçons, qu'elles s'imitent, s'influencent, se contestent. Ce n'était pas du tout mon propos, d'ailleurs je ne m'en suis pas tenue à la chronologie. Ce n'est pas ce type de filiation qui m'intéresse, qui est très important, mais qui est le propre justement des historiens et des historiennes. C'est ce qu'elles font ensemble résonner dans nos esprits, dans nos mémoires, dans notre imaginaire. C'est la manière dont leur vie, et à la fois leur œuvre, bien sûr, sollicite quelque chose en nous, un peu du même ordre, alors qu'elles peuvent avoir des façons de faire relativement différentes. Et mon idée, et ce que je cherchais à faire, c'était de me demander pourquoi certaines œuvres, quand elles sont puissantes, c'est vrai aussi des œuvres littéraires, bien sûr, pourquoi certaines œuvres sont capables de nous ébranler, c'est-à-dire au sens propre de nous faire bouger de la place dans laquelle on croit être bien installé, de déceler quelque chose dans notre mémoire. Tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on se rappelle, tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on comprend, ou quelque chose qu'on croyait avoir oublié qui ressurgit et des choses qu'on avait pu refouler, tout d'un coup, redeviennent présentes dans la sensibilité. Et c'est un peu ce type d'expérience que moi j'ai fait en regardant leur œuvre et en m'intéressant à leur vie, et que j'espère justement pouvoir partager avec les lectrices et les lecteurs. Alors je vais d'abord donc vous parler de ces trois femmes en faisant des petits moments de lecture du livre relativement courts. Et puis en fin de séance, on commentera certaines images. En fait, je préfère séparer les deux choses parce que justement, ce n'est pas du tout un livre illustré. C'est un livre où le projet était quand même qu'on voit l'image dans sa tête avant d'aller la voir éventuellement sur son écran d'ordinateur ou dans un musée, soit parce qu'on l'avait déjà vu et qu'on se la rappelle, soit pour voir si ça correspond. Non pas que je pense que vous doutiez de ma bonne volonté, mais que ça correspond à ce que je décris ou à ce que je vous ai donné, à ce que j'ai donné à voir au lecteur, à la lectrice dans sa tête. Voilà, et on gardera un petit peu de temps pour vos éventuelles réactions, questions. Alors, comme je disais, pour commencer, je n'ai pas suivi un fil d'emblée chronologique, et à l'intérieur même des parties du livre, je ne suis pas à la chronologie, puisque Louise Bourgeois est née en 1911, Niki de Saint-Phal en 1930 et Annette Messager en 1943. Et la première artiste par laquelle j'ouvre le livre est Niki de Saint-Phal, qui est donc dans une position intermédiaire entre les deux autres, si on s'en tient à la chronologie de leur date de naissance. Elle est néanmoins celle qui est morte la première en 2002. Louise Bourgeois est morte, elle, en 2010, et Annette Messager est tout à fait et très bien vivante. Donc, j'ai pas du tout voulu prendre un fil chronologique, justement pour déjouer ces pièges de l'histoire littéraire, de l'histoire artistique, de l'histoire de l'art, et puis aussi pour essayer de faire naître d'autres types de résonance entre leurs univers. Et on peut se demander pourquoi je les ai choisis toutes les trois et ce qui me fonde à les rapprocher, toute une série de points. Et peut-être d'abord le fait que toutes les trois revendiquent une création qui prend pour matériau principal leur propre existence. Voilà. Et donc, pour comprendre les œuvres qu'elles ont créées,
Il me semble qu'il est très important de savoir comment ils ont vécu. Alors, vous pourriez m'objecter à juste titre que c'est vrai de n'importe quel artiste. J'en suis pas tout à fait sûre, parce que pour ces trois-ci, c'est vraiment le matériau autobiographique qui est la source de leur création, non pas parce qu'elles le transposent ou parce qu'elles n'ont pas d'imagination, ou parce qu'elles ne savent pas faire autre chose, mais parce que c'est par la création qu'elles élucident certaines zones d'opacité de leur propre vie et qu'elles arrivent à avoir une sorte de prise sur leur vie, sur les choses parfois épouvantables qu'elles ont traversées. Et ce matériau hein, est une manière de nourrir l'œuvre. Et l'œuvre est une manière de rendre habitable leur propre existence et de ne pas en perdre le fil. Donc la dimension autobiographique, elle est absolument fondamentale. Et elle est aussi très problématique parce que elle crée en particulier vrai pour Louise Bourgeois, elle crée un moment de l'histoire de l'art à la fois européen et américain, où la représentation de personnages, la figuration de personnages et ce fond autobiographique était décrié, minoré, voire considéré comme le contraire de la modernité. Donc on leur a reproché à deux titres cette dimension autobiographique de leur œuvre. Elle parle de sculpture autobiographique, par exemple, donc c'est absolument revendiqué. On le leur a néanmoins reproché à deux titres. D'une part, parce que ça aurait fait d'elles des femmes à contre-courant des mouvements qui leur sont contemporains, et ça aurait été une forme de non-modernité, de mise en marge de la modernité, en particulier pendant toute la période qui est celle de l'abstraction. Oui. Pas du tout question de raconter sa vie à ce moment-là, il est question au contraire de se débarrasser de la figure et de la figuration. Oui. Et d'autre part, on leur a reproché en tant qu'elles sont femmes. C'est-à-dire, et on retrouve exactement le même type de reproche à propos de certaines écrivaines, parmi les plus grandes, Duras, Annie Ernaux, ça a été encore le cas lorsqu'elle a reçu le prix Nobel de littérature en 2022. On a encore entendu, ah oui, mais c'est normal qu'elle raconte sa vie parce que c'est une femme. Voilà. Ça serait le propre de la création féminine dans la littérature ou dans les arts, et de ne pas avoir suffisamment de puissance ou de recul ou d'envergure pour pouvoir raconter autre chose que ce que nous avons vécu. Et je le dis là de façon élégante et polie, parfois on leur a reproché, y compris par exemple à Annie Ernaux, de n'avoir pas d'imagination et de ne savoir pas écrire autre chose que des histoires de bonnes femmes. Et ce sont exactement ces histoires de bonnes femmes qui m'intéressent parce qu'elles sont capables, aussi bien Niki de Saint-Phal, Annick Messager que Louise Bourgeois, elles sont capables d'en faire des constructions absolument stupéfiantes de puissance, de leur donner une sorte d'envergure mythologique. Annick Messager parle de mythographie, hein, et elles sont capables de relier de manière extrêmement puissante le fond autobiographique et l'interrogation sur des enjeux politiques, sur la dimension esthétique et l'entreprise de la création elle-même. Donc, commencer par raconter leur vie, cette vie qui est à la fois le matériau de leur art, un matériau encore une fois revendiqué, et aussi ce qu'elles vont mythifier, mythologiser, travestir, et, quoi qu'il en soit, partager avec nous. La dimension de l'intimité, elle est extrêmement puissante chez toutes les trois, et c'est une dimension, je crois, qui peut effrayer, parce qu'elle parle de sexualité, elle parle de leur rapport à la maternité, elle parle du rapport au père, elle parle de la violence familiale, et donc c'est une expérience biographique qui est aussi une expérience de la représentation de l'intime en art. Alors, une fois ce grand cadre posé, je me suis rendu compte assez vite qu'elles ont aussi pour point commun toutes les trois
de vivre ou d'avoir vécu avec de très grands artistes ou un très grand spécialiste de l'art. Comme vous le savez sans doute, Nikita Saint-Phal a été marié à Jean Tinguely, et même quand ils n'ont plus été mariés, ils ont continué à être dans une relation de très, très grande proximité, à la fois personnelle et esthétique. Nikita, Annette Messager a été mariée et a vécu jusqu'à la mort de Christian Boltanski le 14 juillet 2021 avec ce très très grand artiste qui est Christian Boltanski. Louise Bourgeois a été mariée avec un grand spécialiste de l'histoire de l'art et grand conservateur, fondateur du musée du primitivisme de New York, grand conservateur aussi du MoMA à New York, Goldwater. Comment cette vie partagée avec de grands artistes ou de grands connaisseurs de l'histoire de l'art leur a-t-elle permis de néanmoins trouver une place? Comment est-il possible qu'elles aient gardé une sorte d'autonomie et de spécificité dans cette relation de couple? Comment aussi on peut avoir rabattu les œuvres de l'une sur celle de l'autre? C'était également une question qui m'a beaucoup intéressée et j'ai été troublée de découvrir que ces trois femmes ont partagé leur vie avec de grands artistes. C'est surtout frappant, je trouve, pour Nikita Saint-Phal qui a créé avec Tinguely en particulier des sculptures, des statues. Et il y a une forme de collaboration effective entre ces deux artistes qui, néanmoins, ne fait pas du tout d'elle une personne dont l'œuvre serait secondaire par rapport à celle de Tinguely. Donc, cette création à deux, ou cette vie avec un grand artiste, ne fait que confirmer leur autonomie et leur puissance, puisqu'elles n'ont pas du tout été mises, comme on pense bien sûr à Camille Claudel et Rodin, elles n'ont pas du tout été mises dans l'ombre de ces grands plasticiens, grands sculpteurs, grands inventeurs que sont Boltanski et Jean Tinguely. Alors, je viens d'employer ce mot de plasticienne. Toutes les trois, elles ont créé des œuvres qui ont des formes et des matériaux extrêmement divers. Toutes les trois ont fait des peintures, mais elles sont surtout connues pour leurs sculptures, pour leurs assemblages, pour leurs installations. Des sculptures, des assemblages, des installations qui sont au plus près des formes les plus modernes de leur temps et pour lesquelles souvent elles ont inventé des dispositifs radicalement nouveaux, pour lesquels également elles ont affronté des domaines qui n'étaient pas du tout réservés et pas du tout appropriés dans l'imaginaire collectif et dans les pratiques muséales, y compris dans l'enseignement de l'art, qui n'étaient pas du tout appropriés aux femmes. La sculpture en particulier est une sorte de défi pour une artiste femme, beaucoup plus que pour un artiste homme. On a commencé à ouvrir les écoles des beaux-arts aux femmes au début du XXe siècle, mais on aura encore longtemps interdit l'apprentissage de la sculpture pour un motif officiel qui était le suivant. Ça demande une force physique, ça demande une puissance technique qui n'est pas à leur mesure. Il me semble que cette raison était un alibi. Et il y a des raisons plus intéressantes qui permettent de tenir les femmes à l'écart de la sculpture. La sculpture, c'est souvent le grand format. La sculpture, c'est aussi très souvent lié à des commandes publiques. Et la sculpture, bien sûr, vous pouvez avoir un buste sur votre cheminée, mais très souvent, la sculpture, elle est destinée à l'espace public. Et donc, ce que l'accès des femmes à la sculpture risquait de menacer, c'est le partage entre l'espace domestique et l'espace public, la commande privée et la commande publique. Il était donc beaucoup plus simple de dire que les femmes devaient se
limité à la peinture et de préférence à la peinture de petit format, hein, plutôt qu'à la grande peinture d'histoire et bien sûr à la sculpture. Alors, elles ont à l'inverse hein, créé en devenant des sculptrices et elles ont créé également dans des formats qui, pour certaines œuvres, en tout cas, on les verra tout à l'heure, défient absolument hein, cette idée reçue qui est qu'elles sont beaucoup trop petites pour pouvoir faire de si grandes choses qu'on pourrait montrer dans de si grandes villes. Et si vous avez déjà vu des images de Louise Bourgeois, il y a beaucoup de vidéos qui m'ont aidé d'ailleurs à écrire le livre. Hein. Si vous avez vu déjà des images de Louise Bourgeois, qui est morte à 99 ans, eh bien, elle était toute petite et de plus en plus petite avec les années. Et elle a réalisé cette absolument gigantesque sculpture qui s'intitule Maman, qui est une araignée monumentale. Hein. Et donc, c'est une façon tout à fait évidente pour moi voilà, de se moquer hein, de cette interdiction qui était encore très actuelle quand elle est née en 1911 et de montrer par l'exemple que cette interdiction n'avait absolument rien à voir avec cette question de force physique et que la puissance qui la caractérise était absolument capable de relever ce défi. Mais ces sculptures, ces installations, hein, encore une fois, elles ont fait un grand nombre de tableaux, Annette Messager et une grande dessinatrice. Hein. Ces sculptures, ces installations, elles sont très fascinantes, non seulement par cette question que je viens de dire de taille et de refus du partage, la peinture, le portrait, les petites formes pour les dames, la sculpture, la commande publique pour les hommes, elles sont très stupéfiantes parce qu'elles utilisent des matériaux qui ne sont pas a priori destinés à la sculpture et qui leur permettent d'inventer des choses tout à fait nouvelles. Alors, Louise Bourgeois a utilisé le bronze, elle a utilisé le marbre, mais elles ont toutes utilisé le tissu, le fil. Hein. Elles ont toutes produit des œuvres qu'on pourrait dire textiles. Hein. Et elles l'ont fait avec une inventivité tout à fait extraordinaire, très souvent d'ailleurs en recyclant, ce n'est pas du tout la mode comme ça d'aujourd'hui, en recyclant des matériaux, y compris des matériaux domestiques. Louise Bourgeois dit qu'elle a commencé à sculpter en s'impatientant du fait que toutes celles qui ont des enfants savent de quoi je parle, s'impatientant du fait que ses enfants mettaient trop longtemps à ne pas finir leur assiette à table. Et donc, elle a commencé à sculpter dans de la mie de pain. Hein, et puis ensuite, elle a fait des sculptures avec des boîtes de lait que ses trois filles se consommaient. Et elles ont toutes Niki Saint-Phal a réalisé ses premières grandes femmes qu'elle va appeler d'abord, ce sont des mariés, puis ce seront les nanas qui donnent le titre à mon livre. Elle va réaliser ces nanas en utilisant des langes d'enfants hein, pour en faire de la charpie qu'elle colle ensuite sur l'armature qu'elle a construite au préalable. Et toutes les trois ont cousu, ont brodé. Hein, Annette Messager a fait sa première installation en tricotant hein, des petits moineaux. Donc, c'était là le tout petit format. Et c'est l'utilisation de ce type de matériaux, le fil, le tissu, le linge, hein, les matériaux qui sont dans la maison, était une manière de renverser oui, c'était une manière de renverser les usages qu'on disait propres aux femmes. Hein, les travaux d'aiguille, les ouvrages de couture et de broderie faisaient partie des apprentissages des femmes. Et c'était un passe-temps, c'était une occupation
à laquelle on pouvait se livrer à la maison, comme c'était le signe que l'on était une bonne ménagère. Et ce que les ethnologues disent, hein, c'est qu'on peut s'approprier le stigmate. Et donc, on peut dire qu'elles ont retourné le stigmate, elles se le sont approprié. Hein. Ce qui était considéré comme une activité typique des femmes et des matériaux et des techniques typiquement féminines et artisanales et non pas artistiques et domestiques et pas du tout faites pour être montrées sans aucune prétention artistique, elles en ont fait le matériau peut-être le plus identifiable et la technique la plus caractéristique de leurs œuvres. Elles ont aussi travaillé avec le bois, elles ont travaillé avec des matériaux tout à fait modernes, le polystyrène pour Niki de Saint-Phal, le latex pour Louise Bourgeois. Et j'insiste sur ce point parce que c'est ce que je suis en train de, parce que j'ai découvert dans ce livre, mais ce que je suis en train d'essayer de vous dire en le synthétisant, c'est qu'elles ont aussi bien pu utiliser des matériaux nobles, typiquement artistiques comme le marbre de Carrare, le bronze, hein, que des matériaux domestiques et soi-disant féminins, des matériaux pauvres comme des matériaux a priori destinés à l'activité artistique. Et c'est une très grande preuve de leur liberté. Donc les nanas, les mariées de Niki de Saint-Phal, qui sont les femmes qui lui ont donné d'abord la plus grande notoriété, hein, sont faites avec du tissu. Et cette dimension textile de leurs œuvres, Annette Messager a très longtemps brodé, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, cette dimension textile de leurs œuvres m'a permis aussi de relier entre elles leur création et à suivre le fil de cette liberté et le fil de leur existence. Un point commun que j'ai déjà mentionné et qui compte beaucoup dans la force de suggestion de ces trois artistes, c'est que toutes trois inventent des personnages. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elles travaillaient avec le matériau autobiographique, hein, qu'elles travaillent avec ce que l'expérience leur a fait vivre. Mais elles inventent aussi des personnages, hein, comme le fait un romancier, comme le fait un dramaturge. Ces personnages, elles les nomment, hein, et ils deviennent des sortes d'icônes de leur œuvre. Alors ces personnages, ils sont bien sûr différents chez les unes et chez les autres. J'ai nommé les nanas et les mariés de Niki de Saint-Phal. Annette Messager a beaucoup travaillé avec la figure de Pinocchio et elle a beaucoup utilisé de figures de petits pantins. Et Louise Bourgeois a inventé des personnages qui sont des personnages qui viennent de sa famille et qu'elle va progressivement constituer justement en personnages quasi mythologiques. Le principal d'entre elles, c'est celui qu'elle appelle Maman et qu'elle représente sous la forme d'une araignée, d'une gigantesque araignée. Pourquoi Alors, elle a fait de multiples araignées. Hein. C'est une figure qu'elle a aussi beaucoup dessinée et qui revient de façon obsessionnelle dans toute son œuvre. C'est la très, très grande sculpture qui s'intitule Maman et qui est allée de ville en ville au début des années 2000, y compris à Genève d'ailleurs, et qui s'appelle Maman, qui a été montrée sur les places, qui est peut-être la plus représentative de son œuvre. Alors pourquoi Maman et pourquoi une araignée Eh bien parce que Louise Bourgeois est née dans une famille au tout début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Elle est née dans une famille qui gagnait sa vie en restaurant, en réparant des tapisseries du XVIe, du XVIIe siècle en particulier. La famille de la mère de Louise Bourgeois venait d'Aubusson, qui est une ville connue pour ses ateliers, ses manufactures royales de tapisserie.
Le père de Louise Bourgeois s'occupait, lorsqu'il y avait des faillites, des ventes aux enchères, d'aller acheter les tapisseries anciennes, souvent à vil prix. Et dans un atelier de restauration, la mère de Louise Bourgeois, qui s'appelle Joséphine, employait toutes sortes de femmes qui étaient là pour réparer ces tapisseries. C'était une réparation parfaitement artisanale. Elle faisait elle-même les teintures des fils, des teintures qu'elle voulait absolument être végétales, et on réparait la tapisserie. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un travail d'artisanat d'art. Ça a été une entreprise très prospère. Et la petite Louise s'est trouvée donc dans sa plus tendre enfance confrontée à des images. Les tapisseries, ça raconte des histoires. Les tapisseries, c'est figuratif, ça raconte des histoires. Il y a des princesses, des chevaliers, des dames à la licorne, des petits animaux qui courent dans des sous-bois, etc. Et elle était donc confrontée à ces images qui représentent des personnages et qui racontent des histoires, et à un travail avec le fil qui consistait à ravauder, mais aussi à redonner une sorte de visibilité et de dignité à ces tapisseries dans la tradition, je les disais, d'Aubusson, mais ça peut être aussi la tradition des Gobelins. Et c'était la mère qui était à la tête de ce qu'on appellerait aujourd'hui une entreprise, de ces ateliers. Et la mère a été vue par Louise Bourgeois. Et là, on est au cœur de ce que je disais. La création, elle se fait par la biographie. C'est ce matériau autobiographique qui est à l'origine de leur création. La mère, elle est vue comme une araignée parce que la mère, elle travaille avec le fil. Parce que la mère est celle qui va tisser la toile. Le fil est donc celui aussi de la toile de l'araignée. Et dans l'araignée, il y a une parfaite ambivalence que Louise Bourgeois a toujours finalement manifestée dans sa création. L'araignée, elle est à la fois protectrice, en particulier vis-à-vis des enfants, mais elle est aussi prédatrice, puisque la toile, qui est une sorte si j'ose dire, d'ouvrage d'art naturel, tellement c'est à la fois solide et magnifique. Elle est prédatrice puisque la toile permet de prendre au piège les insectes qui vont permettre de nourrir les petits bébés araignées, les petits enfants araignées. Et donc l'identification de maman à l'araignée et le fait de nommer ses sculptures et sa série de sculptures araignées maman, c'est un hommage à la mère, c'est un hommage au travail sur le fil, travail textile, et c'est un hommage aussi au travail de réparation. Sans doute que le rapport à l'art pour Louise Bourgeois a eu aussi cette vertu de réparation des traumatismes, de réparation des souffrances qui sont vécues dans la famille, des familles qu'on dirait aujourd'hui dysfonctionnelles et qui sont des familles, pour Louise Bourgeois et pour Niki de Saint-Phal, où le mal vient du père. Donc il y a une figure patriarcale, une figure paternelle aussi, qui est très problématique, et à l'inverse, une sorte de mise en valeur de la puissance maternelle, mais une puissance qui reste une puissance ambivalente, puisque vous m'accorderez le fait que l'araignée n'est pas forcément la figure animale qui inspire le moins de crainte pour toute une série de personnes, et bien sûr qu'elle joue aussi sur cet imaginaire collectif. Alors, avant de parler des pères, je vais lire deux courts extraits qui illustrent ce rapport à l'autobiographie et qui illustrent aussi le rapport à la création textile. Je commence. C'est le chapitre 12, Soisy-sur-École, 1965.
Depuis 2 ans, Niki est installé avec Jean Tinguely dans une ancienne auberge au Cheval Blanc à Soisy-sur-École. Ils voulaient quitter l'impasse Ronsin et la maison qu'ils achètent à une 50aine de kilomètres au sud de Paris est grande. Ils peuvent y recevoir leurs amis et y stocker matériaux, machines et sculptures. Leur histoire, comme leur œuvre, dans ces années-là, change d'échelle. Ils créent dans les grandes largeurs. C'est comme si plus rien ne pouvait les limiter. Les mariés immenses de Niki, commencés à Lutry, vont continuer à grandir. Autour d'eux, la forêt de Fontainebleau est pleine de monstres et de fables. Niki est heureuse à Soisy, même en l'absence de Jean, qui souvent partent en voyage, invités à montrer son travail dans le monde entier. Quand Jean rentre des États-Unis en 1965, il sursaute. La maison est habitée. Contre la vitre, perçant le plafond, il y a une énorme bonne femme matronesque avec une petite tête et un sac à main, une robe pas très nette et de gros souliers noirs. Autour d'elle, une troupe de petites filles, toutes aussi rondes, joue au sol, à demi posées, sur une jambe, sur une fesse, sur un coude. On ne peut plus avancer dans la cuisine et Niki nargue Jean. Je n'avais qu'à pas partir si longtemps. Je me suis occupée, je me sentais seule, alors j'ai fait ça. Il va s'adosser contre l'escalier à côté de ces immenses poupées. Le tuyau de poêle a soudain l'air minuscule. La grande salle, celle qui donne sur le jardin, est elle aussi envahie. Malgré leur taille, les sculptures, des poupées, des bonnes femmes, Jean ne sait pas comment les nommer, ne tiennent pas en place. L'une danse sur un pied, l'autre se dandine, une autre encore est posée en équilibre sur une fesse, les jambes en l'air. Elles ont à peine un visage. Leur peau est craquelée, comme celle des sculptures dans les jardins qui perdent leur éclat à force d'humidité. Elles font une tête de plus que Jean. Niki, si frêle, si mince, raconte. Elle a d'abord fabriqué un squelette en grillage de poule et elle a fait bouillir la farine et la peau de lapin pour la colle, là, sur le fourneau. Ensuite, elle les a peintes, mais d'abord, il a fallu recouvrir leur corps de linge. Elle a pris dans l'armoire tout ce qu'elle a trouvé de draps usés et de torchons. Comme à Lutry, elle a travaillé avec des bouts de tissu. Il fallait entendre la femme de ménage, Madame Léa, qui râlait parce qu'elle ne pouvait plus accéder au fourneau. Et un désordre partout. Niki a fait de la charpie avec sa fille Laura, qui riait aux éclats en déchirant les draps. Laura était venue passer une semaine à Soisy avec sa mère, profitant de l'absence de Jean qu'elle déteste. Et cela, à Jean, Niki ne le dit pas. Quand elles se sont attaquées aux langes en étamine de coton toutes fines pour les déchirer, Niki s'est demandé si elle n'était pas une mauvaise mère. S'en prendre à présent, après les jouets qu'elle vole à Laura et Philippe pour ses mariés et ses collages aux langes d'enfants pour ses nanas, est-ce bien raisonnable? Car c'est comme ça qu'elles s'appellent, des nanas. Elle lui est interdit de dire des bonnes femmes. C'est bien compris, Jean, des nanas. Le linge ne séchait pas assez vite. Elle voulait tout de suite les peindre, les pomponner. Elle continue de raconter à Jean, alors qu'elles n'ont que sur la peau, sur le grillage. Elle a filé dans le cagibi et introduit dans le trou qu'il leur reste entre les jambes le tuyau de l'aspirateur pour que le souffle chaud de l'appareil active le séchage. L'astuce est parfaite. La colle sèche sans produire de cloque. Laura riait de bon cœur. Maman, tu vas les faire gonfler. Mais non, elles ne sont pas en plastique, c'est juste pour sécher la colle. Madame Léa les regardait en haussant les épaules. Niki continue d'expliquer à Jean pourquoi elles ne peuvent pas être petites, parce qu'elles sont puissantes, elles sont en bande. Elles seront toujours plus fortes que les hommes et elles vont prendre le pouvoir. Elles ont tout ce que les photos de mode rejettent. Des formes, des rondeurs, des gros seins, du ventre, un air effronté et joyeux. Elles sont grosses, plus grosses que les femmes de Mayol, plus grosses que les grosses baigneuses de Braque et de Picasso. Jean ne dit rien. Il a rarement vu Niki aussi heureuse. Il se dandine sans pouvoir rester immobile en appuyant sur une jambe puis sur l'autre. Il allume clope sur clope. Niki le bat à plate couture. Sa rivale, son amour, sa copine est plus forte que lui. Il l'admire. Niki n'a peur de rien. Jean est sous le coup. Lui ne voit du mouvement que la mécanique. Elle le sent dans les corps. Lui ne conçoit que des pièces et des rouages. Pour elle, même les couleurs sont organiques. On installe la troupe de nanas dans le jardin de Soisy, on les photographie, elles occupent toute la maison, et pourtant, on a beaucoup plus de place qu'à Lutry, qui déjà avait été colonisée par les mariés. Jean a légèrement peur,
il n'a pas tort, elles vont devenir énormes. Donc ça, c'est l'invention des nanas en 1965. Ces nanas qui vont devenir donc peut-être les figures les plus représentatives de Niki de Saint-Phal. Et c'est presque dommage parce que ces figures, elles ont tendance à occulter un peu la grande diversité de son œuvre et la grande variété des autres formes qu'elle a faites. Mais après tout, c'est le destin des grandes œuvres que d'être presque doublé par une image de celle-ci. Alors, ces nanas, elles ont été inventées par Niki de Saint-Phal avec ces matériaux et ces techniques que je disais dans notre culture féminine, sans doute pour magnifier la puissance des femmes et sans doute pour renverser les clichés. Hein. Au début de sa carrière, tout de suite après son mariage, Niki de Saint-Phal a été une mannequin. Hein. C'est une très très belle femme et elle a longtemps gagné, enfin, elle a gagné sa vie, ou plutôt, en fait, elle n'avait pas besoin de gagner sa vie, mais elle a travaillé comme mannequin, et donc elle connaît très bien ce milieu très normatif de l'art, et elle renverse cette image de la femme mannequin en créant ces nanas très très grosses, très très volumineuses, très très joyeuses aussi. Mais si elle fait cela, si elle s'intéresse comme Louise Bourgeois également aux mères, c'est que du côté du père, les choses sont assez difficiles. Niki de Saint-Phal, comme Louise Bourgeois, hein, ont grandi dans des familles où le père pouvait être violent. Et Niki de Saint-Phal, je le raconte à la fin du chapitre, a été victime d'un inceste paternel, hein, qu'elle a raconté très tard dans sa vie, une fois que sa petite fille, pas sa fille, sa petite fille, a commencé à devenir elle-même une femme. Et ce secret est resté longtemps enquisté dans son œuvre et dans son histoire. Je raconte comment il a pu être d'abord révélé à son premier mari, puis refoulé. Je vais passer vite là-dessus. Il ressurgissait dans l'œuvre par des installations ou par des peintures qui étaient extrêmement violentes, par un film aussi. L'une de ces installations s'intitule par exemple Les funérailles du père, et on voit le père dans un cercueil. Elle réalise aussi un film qui s'intitule Dédie, dans lequel elle met à mort le père. Louise Bourgeois, quant à elle, a cessé de raconter son histoire et de mettre en scène son histoire familiale pour en tirer des personnages, où le père, dans une relation plus ambivalente que celle de Niki de Saint-Phal avec le sien, hein, où le père est à la fois une figure admirée, adorée même, on pourrait dire, et une figure honnie parce qu'elle fait souffrir la mère. Alors l'histoire est une histoire tout à fait bourgeoise, elle porte bien son nom, je vous la résume rapidement. Quand il rentre de la guerre, Louis Bourgeois, sans doute parce qu'il a beaucoup souffert pendant cette guerre, continue à aller acheter des tapisseries que sa femme s'emploie à faire ravauder dans cet atelier que je disais tout à l'heure. Mais la santé de Joséphine décline rapidement et Louis Bourgeois fait appel, parce qu'on l'activité est tout à fait prospère, fait appel à différentes domestiques et petites bonnes qui peuvent venir s'occuper des enfants et seconder Joséphine dans ses tâches maternelles et domestiques. Mais très rapidement, hein, il va faire de l'une d'entre elles sa maîtresse et installer celle-ci et s'installer avec elle à côté de la chambre des enfants et bien sûr à côté de la chambre de Joséphine qui est en train de mourir d'une maladie pulmonaire.
Et Louise Bourgeois a raconté cette histoire à de multiples reprises devant les caméras, et l'a raconté aussi pour expliquer pourquoi dans toutes ses œuvres reviennent des figures maternelles sous cette forme de l'araignée que je disais tout à l'heure, et des figures extrêmement violentes envers le corps, envers l'unicité du corps, comme pour mettre en évidence la blessure, comme pour mettre en évidence aussi les faux semblants. Je vais vous lire un passage qui permet de comprendre bien comment Louise Bourgeois met en scène cette histoire de famille. Devant la caméra et dans tous les récits qu'elle raconte à Sadie, la petite bonne s'appelle Sadie Gordon. Louise Bourgeois ne lui fait pas de cadeau. Sadie était une de ces filles pauvres qui rêvent de vivre et de se pavaner sur la côte d'Azur et qui finissent comme boniches dans une banlieue grise. Louise n'est pas du genre à s'apitoyer sur le sort des subalternes. Des bonnes, elle dit qu'elles étaient partout à Antony, enveloppant leur vie de petits-enfants comme des serviettes sales. Et Louise a toujours eu horreur de la saleté. J'ai lu qu'il lui arrivait de repasser les journaux avant de les lire dans les hôtels pour qu'il n'y ait pas de crasse et les microbes des autres sur ses doigts à elle. Louise, dans tous les entretiens, éreinte sans pitié Sadie. Elle était sotte. J'ai presque envie de lui donner raison, elle n'a pas l'air très vive sur les photographies. Elle avait d'abord cru pouvoir s'en faire une amie, c'était une camarade de jeu amusante, on faisait de la barque sur la Bièvre, on jouait à cache-cache dans le jardin d'Antony, on se déguisait, on riait, elle s'en veut, quelle sotte elle a été. Le regard de Louise part dans le vague et Sadie a trahi 2 fois. La mère, d'abord Joséphine, qu'elle devait soigner et qu'elle trompe avec son mari. Et Louise ensuite, qu'elle détrône auprès de son père, qui lui achète les robes qu'auparavant il réservait à sa fille. Mais il y a pire, et c'est ce que Lovenfeld, ou plutôt les séances avec Lovenfeld, qui exhument le passé, apprennent à Louise. La trahison est triple. Le père trahit Joséphine en mettant Sadie dans son lit. Et Louise, en lui préférant cette dinde. Et la mère a trahi Louise, car la mère supporte. La mère tolère Sadie. La mère utilise Louise pour garder le père auprès d'elle. La mère est complice. Louise s'étrangle de colère et de chagrin. Après l'arrivée de Sadie à Antony, la santé de Joséphine se dégrade encore. Et Louise doit accompagner sa mère dans le Midi, où elle passera l'hiver. Tant pis pour le lycée, elle suivra les cours par correspondance. Le climat fera du bien aux poumons de Joséphine. Louis dépose Joséphine et Louise à la gare de Lyon, avec les malles, les valises, les cartons à chapeau. Et tout guillerait, il file rejoindre Sadie, qu'il embarque dans sa voiture. Ils feront la route ensemble jusqu'à Nice. Peut-être que Louise est trop jeune pour comprendre ce qu'il en est dans les auberges et les hôtels où Sadie et son père descendent. Mais Joséphine sait que son mari fait passer la jeune Anglaise pour son épouse. Le tour est facile à jouer et l'histoire dure 7 ans. Joséphine se rassure comme elle peut. Les maîtresses passent, seules les épouses restent. Louis n'aimera jamais qu'elle. Parfois, le matin, elle dit d'un air entendu à sa fille, « Cette nuit, il est venu me rejoindre dans la chambre. » Louise est trouée par la jalousie. En racontant l'histoire de la triple trahison, Louise suffoque de rage. Non seulement la mère a été bafouée par Sadie, Louise délaissée par son père qui choyait la bonne qu'elle devait, elle, remplacer. Louise s'énerve devant la caméra, mais en plus, Joséphine acceptait cette inversion des rôles. Louise tremble sous son béret. Le père batifolait dans les auberges avec l'Anglaise et la mère sacrifiait sa fille. Elle faisait miroiter une revanche à venir. Dans quelques années, Louise conduirait l'automobile. Elles partiraient toutes les deux. Elles iraient en Italie. Mais Louise est morte en 1932. Mais Joséphine est morte en 1832, avant que Louise ne passe son permis de conduire, avant même qu'elle ne commence ses études de mathématiques à la Sorbonne, vite abandonnée, car elle ne supportait pas, qu'elle n'apporte pas les certitudes intangibles attendues. Si même la géométrie n'offre rien de sûr et qu'on ne peut pas même se fier à Euclide, mieux vaut se consacrer au dessin et à la peinture. De toute façon, la mère n'est plus là. Donc c'est ce matériau autobiographique, c'est
cette histoire familiale que Louise a racontée pour expliquer son œuvre, hein, et c'est elle qu'elle a transposée sans cesse dans son œuvre sous des formes diverses, dont je vous montrerai des images dans quelques instants. Donc, la lutte contre le père, hein, soit parce que c'est un père incestueux, soit parce que c'est un père qui trahit à la fois la mère et la fille et qui compromet les ambitions de la fille, elle explique probablement ce désir de revanche et aussi cette création qui est une création de figures féminines extrêmement puissantes, cette manière aussi d'éreinter par moments les figures du père et d'avoir une relation très très ambivalente avec la maternité. Pour Louise Bourgeois comme pour Niki de Saint-Phal, la maternité est une expérience qui est très souvent représentée. Elle représente y compris des accouchements, hein, mais très souvent, elle est représentée comme une expérience qui peut menacer l'intégrité ou qui peut menacer la capacité de la création elle-même. Et je crois que c'est dans cette lutte contre le père, dans un moment où elles avaient une place tout à fait incertaine dans l'histoire de l'art, qui leur a permis aussi d'acquérir une manière d'originalité absolument radicale. Elles n'ont pas du tout, c'est surtout le cas de Louise Bourgeois, elle n'a pas du tout été une personne qui a essayé d'entrer dans un mouvement, de faire partie d'un groupe. Elle a créé de façon complètement isolée, complètement décalée par rapport aux normes de son temps, de même qu'elle n'était pas soutenue par une figure paternelle dans la vie privée. Hein. Elle n'a pas eu besoin de se mettre sous la tutelle de grandes figures de l'histoire de l'art. Et finalement, elle y a gardé elle en a tiré une très grande liberté, une très grande autonomie. De même, Niki de Saint-Phal, par ce compagnonnage qu'elle avait avec Tinguely, qui l'a toujours énormément soutenue, hein, a eu une création tout à fait libre sans qu'on puisse la considérer comme simplement l'épouse de ce grand artiste. Alors pour autant, et c'est un point sur lequel je voudrais insister avant de passer au commentaire des images, pour autant, je crois que des points importants différencient ces femmes. Et le plus singulier, c'est probablement qu'elles ont acquis une forme de renommée ou de célébrité très différente dans les trois cas. Niki de Saint-Phal devient très vite célèbre. Elle est encore très jeune, au début des années 60, avant même les mariés et les nanas, grâce ou par l'expérience des tirs. Elle tirait à la carabine, ce qui est une activité pas très féminine, et ça a eu un franc succès. Niki aussi a détruit la peinture. Et ce sont les plus stupéfiantes des images et des vidéos que j'ai vues d'elle. Ça se passe à Paris en 1961. D'abord, elle prépare ce qui fera à la fin un tableau. C'est Jean qui construit, donc Jean c'est un guide, qui construit les armatures de fer. Puis Niki attache les planches et toujours c'est elle qui prépare le plâtre et qui fixe sur le cadre tout ce qui devra exposer. Les berlingots de lait concentré, les capsules de shampoing, les cartouches d'encre, emplies de couleurs choisies avec le plus grand soin. Le panneau est aussi blanc qu'une maquette d'architecte. Pas une poussière, pas une tache. Il faut que ce soit parfaitement lisse et immaculé. Quand elle en a assez de remplir les berlingots et les capsules, Niki prend pour cible des œufs et des tomates qu'elle blanchit soigneusement. Et comme il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, elle les place sur des planches séparées. Leur coquille est plus fragile que le plastique des berlingots. Ils sont très difficiles à fixer. Puis elle tire. Elle vise et elle tire. Elle est toute entière bandée. Son œil a réduit le champ de vision. Elle est sanglée dans un pantalon qui marque ses hanches étroites. Son buste est souple dans son pull à col roulé et manches courtes. Elle appuie sa joue contre l'arme, une joue encore pleine, presque enfantine. Elle plisse l'œil. La joue ne se plisse pas.
Elle appuie sur la détente de la carabine, le blanc saigne, le plâtre devient rouge, bleu, vert, ça pisse, ça coule, ça explose d'un coup, et la virginité immaculée devient inutile et laisse apparaître des reliefs aléatoires. Un feu d'artifice de blanc et de jaune, l'œuf est plein, l'œuf éclate, l'œuf se suffit à lui-même, l'œuf explose, et ça coule et ça colle, un coup de feu et la peinture éjacule. Sa mère disait qu'elle avait des seins à la coque, palpitants et fragiles comme des petits poussins dans la main. Elle tire sur les œufs, elle tire sur ce qu'elle a si patiemment construit, sur les petits monticules de plâtre et sur toutes les capsules recouvertes de blanc impeccable. Elle tire sur la forme, sur l'œuf de bronze de Brancusi, lui aussi dans l'impasse Roncin. Elle tire sur la poule, elle tire sur le pinceau. Elle tire sur le modèle, elle tire sur les volumes, elle tire sur les formes, elle tire sur l'absence de forme, elle tire sur la géométrie, elle tire sur les angles droits. Elle tire sur Jean, sur ses colères, sur ses jalousies, ses maîtresses. Elle tire sur ses accès de radinerie, sur ses machines. Elle tire sur son sourire, elle tire sur son amour, sur son rival, sur son copain. Elle tire sur les chasseurs, sur les assassins, sur les cow-boys. Elle tire sur Khrouchtchev. Elle tire sur Kennedy. Elle tire sur la guerre. Elle tire sur la guerre froide. Elle tire sur Agnès, sur Marie, sur Catherine, sur Fall. Elle tire sur Saint-Phal. Elle tire sur le Sacré-Cœur, l'école des bonnes sœurs qu'elle détestait. Elle tire sur son père et sur les amants de sa mère. Elle tire sur leurs principes et sur leur vie qui les contredit. Elle tire sur la tyrannie. Alors, ces tirs, hein, qui sont une performance, en fait, on commençait juste à appeler ça comme ça, ces tirs, ils lui donnent très vite une forme de célébrité. On vient les observer, on l'invite à en faire de nouveau, et elle comprend que ça peut devenir un truc, et elle arrête définitivement les tirs, elle se remet à la peinture, et elle invente les mariés, puis les nanas, considérant que l'intérêt d'une performance, c'est d'être fait une fois, hein, et de ne pas être reproduit. Donc, pour Nikit Saint-Phal, la renommée vient assez tôt, dès les années 60, alors qu'elle est autodidacte, qu'elle n'a pas appris la peinture et qu'elle s'est formée seule. À l'inverse, pour Louise Bourgeois, la renommée vient extrêmement tard. Elle devient célèbre, elle a plus de 70 ans. En 1982, elle est née en 1911, elle fait sa première exposition en solo au MoMA. Il lui a fallu une ténacité absolument incroyable pour continuer à créer, hein, alors que ses œuvres étaient peu montrées et qu'elle avait l'impression d'être toujours à contre-courant de ce qui intéressait les curateurs et les spécialistes de l'histoire de l'art. À partir de ce moment-là, à partir de 1982, donc dans les 20 dernières années de sa vie, surtout, hein, elle va produire une œuvre de plus en plus importante et de plus en plus célèbre, dont la cote financière va aussi atteindre des sommets tout à fait vertigineux. Et là encore, c'est une façon extrêmement étonnante de démentir toutes les normes et tous les discours sur les trajectoires artistiques. Elle crée tard, plus elle vieillit, plus elle crée, plus elle vieillit, plus elle innove, plus elle fait des formes gigantesques, hein, et plus elle se renouvelle. Donc c'est tout à fait l'inverse d'une carrière qui atteindrait une sorte d'acmé, puis se calmerait, s'assagirait, irait vers des formes plus stabilisées, plus douces, plus tranquilles. C'est exactement l'inverse qui se produit. Il faut attendre la toute fin de sa vie. Elle est presque centenaire, elle a de la peine à sortir de chez elle, elle a de la peine même à se lever, pour qu'elle se consacre essentiellement au dessin à nouveau. Hein. Elle n'a jamais cessé de dessiner, mais à la toute fin de sa vie, c'est pour corriger ce que je viens de dire, qui donnerait l'impression que jusqu'à la toute fin, elle fait ces choses monumentales. À la toute fin de sa vie, elle se consacre surtout au dessin, toujours de couleur rouge, des dessins qu'elle fait le plus souvent en feutre ou au crayon. Couchée dans son lit, elle appelle cela très souvent des dessins d'insomnie. Ils sont aussi traversés de mots.
de morceaux de rêve qu'elle raconte, de souvenirs d'enfance. Ils avaient été exposés à la Fondation Bayeler il y a quelques années sous ce nom, Dessins d'insomnie, et c'était tout à fait émouvant de les voir. Annette Messager, qui est née en 1943, connaît, elle, une renommée, je dirais, plus classique, plus normale. Les choses montent progressivement. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est parce que c'est la plus jeune des trois qu'elle, finalement, elle a une évolution dans la reconnaissance qui est la sienne, qui correspond plus à celle des hommes. Mais pour les deux premières, qui sont nées dans la première moitié du XXe siècle, les choses sont complètement insolites. Elles ne correspondent à aucun modèle. Hein. Annette Messager, elle, sur ce plan de la reconnaissance, a une carrière, disons, moins anormale eu égard aux normes dominantes de l'époque. Alors, je voulais vous montrer les images seulement après, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, pour que vous ayez déjà un peu une idée de ce qu'était leur vie et puis de la façon dont j'ai un peu construit le livre avant que vous vous les représentiez. Je vais les commenter assez rapidement pour qu'on ait aussi le temps ensuite de discuter. Alors ça, c'est une des très très grandes installations de Nikit Saint-Phal qui a été exposée au musée Moderna de Stockholm en 1966 et qui représente une énorme nana hein, dans laquelle on pouvait entrer, j'allais dire pénétrer, par ce lieu que vous voyez, qui est son vagin. Hein. Une installation qui a attiré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, qui a eu un succès absolument considérable. À l'intérieur de la nana, il y avait toutes sortes de choses extrêmement modernes pour l'époque, des distributeurs de boissons, etc. Et c'est un endroit qui a été c'était donc à l'extérieur du musée, bien sûr. Hein. C'est un endroit où les gens sont allés en famille hein, et qui a stupéfié en fait le public. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a donc elle l'appelle Chi et une cathédrale. Donc c'est vraiment vous voyez, quand je disais que c'était le contraire de la petite forme, hein, on le voit très très bien ici, on est dans une invention qui est intermédiaire entre la sculpture, l'installation, l'architecture. Elle a fait aussi beaucoup de jardins et beaucoup de fontaines. En fait, c'est une femme qui est intéressée par le dehors. Hein. Oui, alors les langes d'enfants, la broderie, la couture, etc. Mais en fait, elle est intéressée par le dehors, par ce qui va se montrer sur les places publiques, dans les villes, hein, une cathédrale, un jardin, une fontaine, etc. Et ce qui est très intéressant avec cette installation, hein, qui est donc une de ces nanas, c'est qu'elle a demandé à ce qu'elle soit détruite. Hein. Donc, sitôt le temps de l'exposition terminé, l'installation est complètement détruite et par chance, on a des images et quelques vidéos. Voilà, ça c'est la démolition. Et donc, Tanguy a beaucoup contribué à la construction et aussi à la démolition de cette installation. Il avait des compétences qui étaient, on pourrait dire plus des compétences d'ingénieur. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait ce côté d'un travail à deux. Hein. Et le fait qu'elle soit démolie, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est il y a une façon de faire qui est une façon de faire scandaleuse, qui est de l'ordre de la protestation, voilà. Et ça, c'est tout à fait moderne. Alors, vous voyez, on voit que c'est pris sur des anciennes diapositives. Là, elle est devant l'une de ces nanas.
c'est une très belle photo où on voit très bien comment c'est elle qui ressemble aux images de magazines. Et les nanas, ça vous donne une idée de l'échelle, c'est pourquoi je l'ai choisi. Hein. Les nanas démontent les normes des journaux de mode. Elle a ce côté jeune fille sage, de bonne famille. Hein, elle joue bien sûr là-dessus. Mais voilà, c'est la même qui tirait à la carabine, hein, pas ce qu'on sent. Hein. Donc voilà, là, elle est en train de viser. Euh, c'est la photographie c'est une photographie qui a été extraite du film qu'elle a fait, que je citais tout à l'heure, et qui, avec aussi, je vais mettre trop près de là-bas, avec aussi Funérailles du père, hein, est l'une des charges les plus violentes contre le père. Et peut-être c'est l'occasion pour moi de dire que on voit très bien là comment s'articule la dimension intime et la dimension sociale. Parce qu'elle s'attaque à son père, bien sûr, mais elle s'attaque à la figure du père et elle s'attaque à un système qui est celui d'une forme de patriarcat général. Dans ces trois œuvres, la dimension intime et autobiographique sur laquelle j'ai insisté parce qu'elle est primordiale, elle n'est pas du tout en contradiction avec des engagements sociaux ou politiques. Il y a au contraire une très grande prise en compte du moment dans lequel l'œuvre est produite et ce sont des œuvres, quel que soit ce fond intime qui est le leur, ce sont des œuvres qui sont en lutte, ce sont des œuvres qui dénoncent, ce sont des œuvres qui revendiquent. Alors, vous l'avez entendu pendant la guerre froide, Niki de Saint-Phal dénonce les violences de la guerre froide. Elle va ensuite faire des nanas noires pour dénoncer la ségrégation aux États-Unis. Elle va beaucoup œuvrer pour faire en sorte que lorsque l'épidémie de sida se déclare au début des années 80, elle va beaucoup œuvrer pour que les malades du sida ne soient pas discriminés. C'est à cette occasion qu'elle fait un timbre pour la Suisse. Hein. Annette Messager, aujourd'hui encore, dans ses installations, dénonce la catastrophe climatique et dénonce beaucoup le sort qui est fait aux réfugiés, en particulier aux réfugiés qui sont victimes de noyades, soit en Méditerranée, soit dans la Manche et dans la mer du Nord. Elle est originaire de Berck-sur-Mer hein, et je pense que c'est traversé en bateau pour rejoindre l'Angleterre et on entend le matin quand on se lève et qu'on prend son café qu'un de ces bateaux a encore échoué et que X jeunes gens sont morts pour essayer de gagner l'Angleterre. Eh bien, elle le représente ou elle le fait entendre dans certaines de ses installations. Donc c'est très important, je crois, d'avoir en tête que le fait de puiser et de revendiquer une sculpture autobiographique, une création à partir de l'intime et de la figuration de l'intime, y compris de personnes de sa famille, mais en rien contradictoire avec une œuvre qu'on pourrait dire, pour faire vite, politique. Alors voilà encore une de ces grande femme qu'elle fait sur un support de papier mâché qu'elle peint et qu'elle brode, enfin, qu'elle recouvre ici de petits cœurs. Et vous voyez comme c'est une manière de moquer la scène de genre de la femme à la toilette, hein, avec le petit attirail sur la coiffeuse. Et vous voyez aussi qu'il y a une petite tête de mort. Hein, parce que c'est peut-être pour ça qu'on se maquille, pour oublier ce qui nous attend. Alors là, voilà l'araignée, hein, maman. Alors, il fallait bien faire un choix. J'ai choisi celle-ci parce qu'on voit, on voit que Louise Bourgeois n'est pas une jeune fille, là, hein, et on voit aussi qu'elle est incroyablement espiègle et heureuse de sa création. Donc,
Toutes les trois, elles font beaucoup des œuvres qui fonctionnent par série. Hein. Il y a X nanas, il y a X mariés, il y a X araignées. Annette Messager a fait X installations avec des pantins et avec des Pinocchio. C'est comme une petite famille, ces personnages. Annette Messager dit que les personnages qu'elle invente sont pour elle des personnages tampons. Ils sont une espèce d'écran entre elle et le monde, entre les personnes réelles qu'elle puise pour les imaginer, et puis le monde. Hein, mais c'est souvent des séries. Alors, je voulais vous donner un exemple aussi un aspect de l'œuvre de Louise Bourgeois qui est moins connu, qui est son œuvre de peintre. Hein. Une des dénominations qu'on emploie à propos de Louise Bourgeois, c'est souvent celle, et c'est le titre d'un catalogue d'ailleurs, c'est souvent de femme maison. Alors, il y a plusieurs, et elle a appelé cette toile femme maison pour des raisons évidentes. C'est une expression très intéressante, cette expression de femme maison. Alors, elle a représenté beaucoup de maisons. Et pendant très longtemps, elle l'a créée dans sa maison. Elle n'avait pas d'atelier. Hein. Je vous ai dit que la reconnaissance est venue très tard. C'est d'ailleurs quand elle a eu un atelier qu'elle a pu aussi passer à des plus grands formats, parce qu'il y a des contraintes matérielles à la création. Elle créait dans sa maison, et beaucoup des vidéos que j'ai regardées pour faire le livre, ou beaucoup des photographies qui documentent la vie de Louise Bourgeois sont prises dans sa maison. Hein. La maison où elle vivait d'abord avec ses enfants, puis quand elle a été veuve et que ses enfants sont partis, une maison où elle vivait seule. Et la persistance de ces représentations, par ailleurs, de la maison, hein, c'est ce qu'elle dit, sont le signe pour elle d'un déracinement dont finalement elle ne se serait jamais vraiment remise. Elle est partie vivre aux États-Unis juste avant la guerre. Elle s'est mariée avec Goldwater. Elle est restée vivre aux États-Unis, et toute sa vie, elle a eu la nostalgie de la maison de son enfance qu'elle avait laissée à Choisy-le-Roi, puis à Antony. La maison, c'est le lieu de maman. Hein. Et donc, la femme maison, c'est le lieu de la sécurité, le lieu de la protection. Il y a quelque chose d'un rapport maternel à la maison, même si c'est à l'intérieur de la maison que ces épouvantables trahisons qu'elle a mises en scène pouvaient se passer. Et ça aussi, je crois que c'est une façon pour elle de retourner le stigmate, comme je disais tout à l'heure. Hein. On vous attache à la broderie et à la cuisine. Et bien, je vais faire une œuvre avec du fil et des aiguilles à coudre, et je vais faire des œuvres qui s'intitulent Femme maison. Hein, il y a une façon de retourner le stigmate à son profit. Alors, c'est une, mais il y en a un très, très, très grand nombre. Alors, celle-ci aussi, elle est très connue, 1968. Elle appelle cette pièce Fillette. Elles n'ont pas froid aux yeux. Hein. Elle appelle cette pièce Fillette. Je consacre un chapitre à cette fillette et aux circonstances dans lesquelles cette photographie a été prise. Alors ici, ça ne se voit pas, puisque c'est... Je n'ai pas le temps de raconter l'histoire. Ici, ça ne se voit pas, mais cette pièce, elle est destinée à être suspendue. Et ça aussi, c'est un point commun à mes trois nanas. Elles suspendent les... C'est pas vrai des nanas en tant que telles, mais c'est vrai de beaucoup d'autres pièces de Niki de Saint-Phal. Elles suspendent leur création. Elles ne les posent pas sur un socle, ou rarement, hein, si bien que souvent on les regarde comme ça, là, en levant la tête. C'est une façon de prendre à revers le côté monumental, figé de la sculpture. C'est souvent
suspendu. Et avec quoi on suspend? Bien sûr, on suspend un fil. Donc, ça peut donner, d'abord, ça déplace le regard, hein, et puis ça peut donner aussi à ces installations, à ces sculptures, une impression de plus grande fragilité que lorsqu'elles sont placées sur un socle. C'est souvent mobile, mouvant. Il y a beaucoup, beaucoup de mobile chez un être messager. Et donc, cette fillette, elle est faite pour être suspendue. Et là, elle la porte sur le bras, vous voyez, un peu comme une baguette de pain. Alors, elle n'a pas oublié la petite Parisienne qu'elle a été. Et de toute évidence, elle se marre, hein. Voilà. Alors, voilà une des sculptures en bronze. Et vous voyez, elle est suspendue, celle-ci, hein. C'est un arc d'hystérie, encore une façon de retourner le stigmate. L'hystérie, c'est l'affaire des femmes. Elles ont été photographiées par Charcot. L'hystérie a été louée pour ses valeurs expressives. Eh bien, ça, c'est le corps de son jeune amant, hein, qui a 30 ans de moins qu'elle, et qu'elle a moulé d'abord dans du latex avant de le couler dans le bronze. Et c'est donc une sorte d'exploit. C'est une très, très, très belle statue. C'est aussi une sorte d'exploit dans le retournement des images qu'on a de l'hystérie. Elle est suspendue, cette statue. Il ne repose sur rien. Il est complètement courbe. Et quand on la voit dans une salle de musée, les jeux d'ombre sont très, très impressionnants. Alors en 93, pardonnez-moi, en 93, en 93, elle a 82 ans. Voilà les bienvenus, c'est encore 3 ans après. Très très belle statue qui se trouve dans un jardin public de Choisy-le-Roi, qui est une de ces, la commune au bord de la Seine, où elle a passé des années de son enfance et où la mère, Joséphine, avait son atelier parce que pour réaliser ses travaux de réparation des tapisseries, l'eau était nécessaire pour la teinture des écheveaux de laine. Donc, ils habitaient une maison dans laquelle il y avait l'atelier, qui avait un grand parc qui donnait sur la Seine. Et c'est dans cette Seine qu'étaient rincés les écheveaux. Et Louise raconte que la mère mettait à sécher les écheveaux sur les branches d'arbres, d'où probablement ce que je vous disais, cet intérêt pour le tissu, hein, sous toutes ses formes, et pour le fil, mais peut-être aussi pour les suspensions. Et cette commune a demandé à Louise Bourgeois de faire enfin, le maire de la commune a demandé à Louise Bourgeois de faire une statue en hommage à cette ville dont elle parle très souvent, et elle a réalisé cela. Elle n'a pas pu venir l'inaugurer parce qu'elle était déjà trop âgée pour le voyage. Et alors, bon, j'en parle plus longuement dans le livre, mais elle, elle la nomme les bienvenus parce qu'elle veut que ce soit un hommage aux immigrés qui arrivent en France. Et Choisy-le-Roi est devenue une commune, comment on dit aujourd'hui, mixte, hein, une commune plutôt pauvre de la banlieue parisienne, dans laquelle beaucoup de travailleurs étrangers viennent s'établir. Et c'est à eux qu'elle dédie cette sculpture, se rappelant qu'elle a fait le chemin inverse, a quitté Choisy-le-Roi pour aller vivre dans un pays qui n'était pas le sien. Alors, encore un dessin, parce que justement, ce sont des images peut-être moins connues, non fortes exactement, de Louise Bourgeois. Toujours ce rêve, vous voyez, là c'est la maison, c'est le lit, mais il y a toujours cette représentation du corps féminin. Et voilà Annette Messager. Voilà, alors, cette photographie est celle d'une installation qui s'intitule Mes voeux. Alors, elle reprend la forme du reliquaire, et elle s'est beaucoup inspirée des ex-voto également, catholiques.
Si j'ai choisi cette image, c'est pour vous montrer deux choses. Alors, elle utilise beaucoup la photographie, c'est ce qui la différencie des deux autres. C'est parce que cette installation, elle repose sur la suspension encore. Les images sont suspendues à un fil, et c'est parce qu'on y voit très bien le corps morcelé, hein, fragmenté, ce qui est encore un point commun entre elle et Louise Bourgeois, qui a fait un grand nombre de... Chez Louise Bourgeois, il y a une statue, une sculpture tout à fait incroyable, qui est censée être la représentation de sa sœur, et qui était une fille un peu plus jeune qu'elle, qui boitait, hein, et c'est la représentation d'une prothèse de jambe. Hein. Donc on a très souvent un corps morcelé, et chez Annette Messager aussi. Hein. Vous voyez, on voit un bout de ventre, un bout de sein, une main, etc. Alors, malheureusement, ça rend pas très bien. C'est une représentation de l'installation qu'elle avait présentée à la Biennale de Venise et pour laquelle elle a eu le premier prix de cette biennale en 2005, qui s'intitule Casino, dans laquelle le personnage principal est Pinocchio. Hein. Casino, ça renvoie au monde du jeu, mais ça renvoie aussi au bordel, à la maison close, et elle joue beaucoup sur le rouge. Et voilà, peut-être que ce qu'on peut retenir, pour faire écho à ce que j'ai dit, c'est qu'elle utilise le tissu. Hein, vous voyez que c'est fait en tissu de soie rouge, que c'est suspendu, et elle fait, comme dans beaucoup de ses installations, elle fait souffler de façon mécanique par des ventilateurs. Dans l'une des installations, par des petits sèche-cheveux, elle fait souffler de l'air pour que ça bouge, hein, et que ce soit mobile. Et ce qui est suspendu, ce sont des morceaux de corps ou des petits pantins. Alors voilà notre Pinocchio. Point commun entre elle et Annette Messager, le filet de pêche. Dans filet, il y a fil, hein, et dans filet, il y a prédation, comme avec la toile d'araignée. Et là, le petit Pinocchio a été emprisonné dans le filet. Et vous voyez qu'on a des formes très, très organiques. Hein. Euh, Ce sont des figures qui font beaucoup penser à certaines installations de Louise Bourgeois où on voit des pantins. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a eu à Lausanne montré il y a quelques années. Des pantins qui sont faits de toiles de jute, hein, et qui ont un air extrêmement misérable, suspendu. Ça, c'est la dernière grande installation de Annette Messager qui faisait une très, très grande place aux outils des couturières. Et on voit ici les ciseaux, tout est fait en latex, avec ses corps aussi déchirés. Et c'est dans ce type d'installation qu'on voit beaucoup de pantins échoués sur le sol, recouverts de filets de pêche, qui renvoient aux réfugiés qui se noient, auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et puis 2021, Utérus Doigt d'honneur, qu'elle a montré d'abord dans sa galerie, la galerie Marianne Woodman, puis au musée de Villeneuve d'Ascq, l'âme. Donc ça, c'est la dimension très revendicative et provocatrice d'Annette Messager. C'est pas sans rappeler Fillette, hein, de Louise Bourgeois. Voilà. Et j'ai fini. Merci infiniment, Nathalie. C'était absolument passionnant. Je suis sûre qu'il y a des questions qui vont fuser, des interrogations, peut-être aussi des idées. Alors, je vous invite peut-être à vous exprimer. Il y aura un micro qui va passer ici et moi-même, je vais passer là. Donc, n'hésitez pas à entrer en dialogue.
J'ai tout dit. Oui, effectivement, c'était très complet. C'était un parcours absolument magnifique qui suit le livre. Et puis, cet apport d'image final est absolument remarquable, hein. Vous voyez vraiment des artistes à l'œuvre et puis vous voyez toute la parenté entre elles, hein. Il y a une dame qui Oui, lève la main là. euh, vous pouvez lever la main? Ah, voilà. Bonjour, je voulais vous demander quelle est la partie romancée de votre livre, tout ce que vous expliquez, Ouais. enfin, ou la fiction. Ouais. Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est un livre qui est paru dans une collection qui s'appelle Fiction et compagnie. Et c'est un livre qui est vraiment hybride. C'est-à-dire que j'ai fait fond sur une grosse documentation biographique et sur des images qui sont tout à fait attestées et vérifiables. Mais j'ai aussi inventé. Alors, la dimension de la fiction, elle est portée par deux choses. Elle est portée d'abord par le. Je ne l'ai pas dit parce que je voulais parler de cinéma plutôt que du livre en tant que tel. Le livre, il est construit sur le fil d'une enquête que la narratrice, c'est-à-dire moi, fait d'abord à travers la Suisse, parce que Niki de Saint-Phal est très présente en Suisse et Tinguely était suisse. Et donc, dans cette démarche où je raconte comment je découvre les œuvres et quelles sont les difficultés que je peux découvrir ou rencontrer en allant visiter certaines expositions, etc. Il y a à la fois des choses tout à fait vraies et il y a aussi une part de fiction. Et d'autre part, il y a des lacunes dans la vie de ces femmes. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et là, je me suis autorisée à inventer. Je leur ai aussi prêté des rêveries, des souvenirs, des choses de leur vie intérieure qui n'est pas forcément documentée. Et puis, il y a un ou deux chapitres, en particulier un chapitre où elles sont toutes les trois ensemble, qui bien sûr ne peut être que imaginaire. Voilà. Mais le fil de l'enquête euh, donne aussi lieu à des scènes imaginées. Oui, je vous entends très bien. Bonjour. J'aimerais savoir comment ces trois femmes ont fait pour survivre Mm. à la vindicte populaire des années 50 et pourquoi vous avez choisi de les représenter euh, sous cette forme-là sur votre slide. Alors, dans un des... Alors, je pense que Niki de Saint-Phal, c'est quelqu'un qui a été quand même assez vite respecté, hein. Mais elle s'est fait agresser, en particulier par les journalistes. Il y a un chapitre où je raconte ça. Annette Messager s'est fait même tirer par les cheveux dans l'une de ses expositions. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des agressions qui ont été des agressions, y compris physiques. Mais je crois qu'elles avaient la conviction que leur création était nécessaire. Et donc, elles ont résisté comme ça. Il y a eu aussi, je pense que Nikita Safal, elle a été très soutenue par Tinguely. C'était ça aussi que je voulais dire elles sont. C'est une magnifique histoire d'amour, Nikita Safal et Tinguely. C'est assez rare entre deux créateurs. Et je pense qu'elle a été beaucoup soutenue par lui jusqu'à la fin. Votre deuxième question. Ah oui, pourquoi? Alors, c'est pas moi qui ai choisi, c'est l'éditeur. Au début, on avait choisi une image qui était celle de trois nanas qui dansent de Niki de Saint-Phal. Et en fait, on n'a pas eu les droits de reproduction de la succession Niki de Saint-Phal. Et l'éditrice a proposé cette image de trois petits pantins d'Annette Messager. Mais pour être tout à fait honnête, c'est pas moi qui ai choisi. Voilà. C'est souvent comme ça, là, les couvertures. Des contraintes qui nous échappent complètement.
Je voulais vous demander à quel point Annette Messager a été influencée par Boltanski, parce que la première photo que vous avez montrée, et il me semble que Boltanski aurait pu créer cette œuvre. Oui. La première, c'est le neveu. Hein? Je ne sais pas si elle a été influencée par lui. Il y a plus d'humour chez Messager que chez Boltanski, mais il y a une même inquiétude sur la mémoire. Hein. En fait, comment? Ouais. La technique, l'usage de la photo. Hein. Oui, 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 il y a la même inquiétude sur la mémoire, il y a la même inquiétude sur... il y a des effets de flou qui sont les mêmes. Boltanski, il utilise plus des ampoules, des dispositifs lumineux qu'Annette Messager. L'accumulation, absolument. La suspension, l'accumulation. Oui, 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 vous avez raison. Dans ce début, dans ce type d'œuvre, dans les reliquaires et dans certains ex-voto, il y a des points communs entre Annette Messager et Boltanski. Je ne sais pas si c'est de l'influence, c'est une sorte de communauté d'imaginaire. Ils n'ont pas la même histoire, parce que l'histoire de Boltanski, c'est une histoire juive, c'est une histoire de déportation, c'est une histoire de séquestration pendant la guerre. Annette Messager, c'est l'histoire de son mari, mais ce n'est pas son histoire propre, donc peut-être ça résonne différemment. Ouais. Mais oui, merci beaucoup pour votre remarque, c'est tout à fait juste. À propos du mot nana, que je trouve très sympathique, Oui. qui a imposé est-ce que c'est Saint-Phal qui a imposé ce nom? Oui. C'est elle? Oui. Oui. Parce que vous avez cité par exemple Mayol. Oui. On ne pourrait jamais dire que Non. Mayol sculpte des nanas. Absolument. Ouais. Alors, elle choisit ce nom. Bon, c'est un peu un nom, c'est un nom qui est un nom d'époque des années 60. C'est un nom qui peut paraître aujourd'hui daté et peut-être qui est parfois à tort, selon moi, perçu avec comme ayant une connotation misogyne, mais je crois que ce n'est pas du tout vrai. Nana, c'est la connotation de liberté. Il y a une insolence dans ce mot de nana dans les années 60-70. Une nana, ce n'est pas une dadame. Hein, ce n'est pas une bonne femme. Ce n'est pas une fifi. Voilà, elles ont le vent qui les pousse dans le dos, là. Voilà. Mais les mots, ça s'use, c'est comme le reste. Aujourd'hui, on entend peut-être un peu moins ça. Hein. Elle les appelle des nanas pour, je pense, affirmer oui, une espèce d'insolence et puis de jeunesse, quoi. Mais c'est elle qui choisit de les appeler comme cela, alors qu'elle appelait la série précédente les mariés. On les voit souvent chevaucher de très hauts chevaux avec des robes qui sont comme des linceuls sur lesquels elle a cousu des roues de voiture de ses enfants, des petits débris qu'elle a récupérés ici et là. Les mariés sont beaucoup plus tristes dans ces séries que les nanas. Donc ouais, mais c'est elle qui a... Oui, pour Mayol, je suis d'accord, c'est impossible. Sacrilège même. D'autres questions, d'autres interventions? Eh bien, sinon, il nous reste à remercier Nathalie, encore une fois, pour ce magnifique exposé.